future, no past, only present, make them last. No future, no past, only present, make them last. Make them future, no future. 2 août 1999, Bruxelles. 2 jeunes Guinéens sont trouvés morts dans le train d'atterrissage d'un avion de la Sabena. Ils avaient 14 et 15 ans. Ils s'appelaient Yagin et Fodé et portaient sur eux une lettre, un message adressé à nos dirigeants européens. 19 novembre 2014, Isangui, République démocratique du Congo. Des moustiquaires imprégnés de pesticides fournis par l'aide étrangère sont distribués par les gouvernements aux villageois et quelques semaines plus tard, on se rend compte qu'ils les utilisent en filets de pêche. Ces événements n'ont apparemment rien à voir l'un avec l'autre, apparemment rien à voir avec nous, et pourtant. Je suis venue vous parler d'un enjeu majeur qui se joue pour l'instant, qui nous concerne tous, c'est l'avenir du continent africain. Alors pourquoi est-ce que l'avenir du continent africain nous concerne tous ? Cela fait pourtant 50 ans que nos pays développent des politiques d'aide étrangère, de gouvernement à gouvernement, avec notre argent de contribuables. Cela fait pourtant 50 ans également que des ONG internationales développent des programmes d'aide et envoient sur le terrain des techniciens et des experts du développement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une partie de la jeunesse africaine, car bien sûr je ne parle pas des jeunes qui quittent leur pays pour des raisons de guerre et de dictature, mais une partie de la jeunesse africaine pense qu'elle n'a pas d'autre choix que de risquer sa vie pour venir chercher un avenir meilleur chez nous. Mesdames et messieurs, force est de constater que l'aide étrangère n'est pas suffisamment efficace. Il y a moyen de la rendre plus efficace et je suis venue vous en parler. Mais d'abord, analysons ce qui se passe aujourd'hui. Et pour ça, je voudrais vous parler des 2 piliers sur lesquels une société se base pour se développer. Le premier pilier, ce sont les gens. Je suis psychologue de formation, thérapeute familiale et systémique, et dans mon parcours professionnel, j'ai rencontré beaucoup de familles, beaucoup de systèmes qui avaient chaque fois en eux la force de surmonter leurs difficultés. J'ai eu la grande chance, dans le cadre du travail de mon mari, de partir vivre 5 ans en Afrique du Sud, et j'ai travaillé bénévolement au cœur du township de Soweto, dans un projet local défini par des locaux pour des locaux. Et là, j'ai compris une chose essentielle. Qui mieux qu'eux peut définir les besoins, dessiner les solutions et les mettre en place avec des moyens adaptés à leur contexte. L'autre pilier sur lequel une société se base pour se développer, ce sont les autorités. Les premières responsables du cadre, de former un cadre pour les droits de leurs citoyens. Et c'est la synergie entre ces 2 piliers qui fait qu'une société se développe de manière durable. Et l'idée que je viens vous apporter aujourd'hui, c'est qu'au fond, l'aide étrangère, telle qu'elle est pensée et dessinée, empêche ces synergies, vient se substituer à ce qui devrait se passer entre ces 2 piliers. Je m'explique. D'un côté, vous avez ces gouvernements africains qui sont bien plus intéressés de savoir quelle va être la hauteur de la manne budgétaire qu'ils vont recevoir des pays du Nord que de s'intéresser à leurs propres citoyens. D'un autre côté, vous avez cette société civile, créative, ingénieuse, mais qui ne croit pas dans ces institutions et qui donc très naturellement se tourne vers l'aide étrangère privée. Vous voyez que l'aide étrangère agit de manière parallèle. Alors qu'au fond, il faudrait encourager les synergies
entre ces deux piliers du développement. Certains auteurs vont jusqu'à dire que l'aide étrangère est même un frein au développement. Les gouvernements écoutent leurs créanciers internationaux plutôt que de s'intéresser à leur propre société civile. À ce sujet, il existe un livre très intéressant qui s'appelle « L'aide fatale » de Dambisa Moyo, économiste et ancienne consultante à la Banque mondiale, qui a fait l'effet d'une bombe. Et je dois dire que moi non plus, avant de m'intéresser à ce sujet, je ne pouvais pas imaginer que l'aide étrangère pouvait faire pire que mieux. Mais nous sommes des citoyens responsables, nous voulons être conscients de nos actes et en connaître les impacts. Et donc, s'il faut analyser, analysons, s'il faut adapter, adaptons. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aide étrangère augmente les ressources disponibles des gouvernements africains, qui donc ne s'intéressent pas à leur propre société civile. Il y a également des pays africains qui dénoncent le poids et le pouvoir pris par l'aide étrangère dans leur pays. Et à ce sujet, je vous encourage à aller voir sur Internet le discours du président du Ghana qui s'adresse à Emmanuel Macron en décembre dernier, et vous comprendrez que qui paye les violons choisit la musique. J'entends déjà certains se dire « Eh bien alors, s'il faut arrêter l'Afrique, arrêtons ». Pas si simple. Il existe bien sûr des solutions et je suis venue vous parler de cette solution de comment rendre notre aide étrangère plus efficace. Je travaille pour un réseau qui s'appelle IDE. IDE est un réseau qui regroupe 630 ONG africaines, toutes des personnes qui ont développé leur propre projet pour améliorer la qualité de l'éducation dans leur pays. Des personnes qui s'assurent que les actions sont cohérentes et que des moustiquaires ne terminent pas en filet de pêche, parce qu'au fond, c'est de ça que les gens avaient besoin. Le réseau a deux raisons d'être. Le premier, c'est qu'il crée une communauté d'intelligence et de praticiens dans laquelle ils peuvent échanger leurs idées, leurs bonnes pratiques, leurs échecs, leurs résultats. L'autre grande raison du réseau, et c'est fondamental, c'est qu'ensemble, forts de leurs solutions et des réponses qu'ils ont apportées à des problèmes locaux, ils peuvent faire valoir ensemble, collectivement, ces solutions auprès de leurs autorités. C'est ce que Yagui et Fodé, les deux jeunes Guinéens dont je vous ai parlé, demandaient dans leur message. Aidez-nous à créer une organisation qui nous permette de nous structurer. Cela fait 10 ans que le réseau IDE fonctionne sur ce modèle et vous serez probablement intéressés de savoir est-ce que ça fonctionne. Je voudrais vous donner deux exemples. Le premier concerne la lutte contre le paludisme. Vous savez que le paludisme est une maladie mortelle, il tue encore un enfant toutes les 2 minutes. C'est 210 millions de cas de paludisme dans le monde chaque année, et principalement en Afrique. Et c'est une maladie qui pèse très lourd sur le PIB des pays concernés. Il existe une plante qui s'appelle l'Artemisia annua. Cette plante est utilisée par les Chinois depuis plus de 2000 ans et c'est un membre de notre réseau au Kenya qui en a fait l'expérience en premier il y a 8 ans. Ils ont décidé de l'intégrer dans des jardins scolaires, d'apprendre aux jeunes à faire pousser cette plante, à la faire sécher et à la prendre sous forme de tisane en prévention contre la malaria, puisqu'elle a également des effets préventifs. L'absentéisme des enfants et des enseignants a diminué, les frais médicaux ont chuté, il y a eu un réel impact spectaculaire sur la santé, mais également sur la qualité de l'éducation des enfants. Et là, évidemment, la force du réseau a opéré. Et depuis 8 ans, des associations membres du réseau développent en Afrique des projets d'Artemisia annua. Nous sommes en mars 2018 à Kigali et IDE Rwanda décide de faire valoir cette solution naturelle, peu coûteuse et efficace auprès de sa ministre de la Santé. Nous sommes 3 femmes. La ministre de la Santé qui représente ses autorités,
Nadine Ingabire, qui représente IDE Rwanda, c'est-à-dire une coalition de 35 organisations de la société civile rwandaise, et moi qui est là pour représenter le réseau panafricain et l'expertise que nous avons acquise en matière de lutte contre le paludisme grâce à cette plante. La ministre de la Santé ne connaît pas la plante. Elle pose énormément de questions, se rend compte sur Internet et en faisant ses recherches qu'il existe des centaines de recherches scientifiques qui prouvent l'efficacité de la plante et corroborent les résultats que nous obtenons tous sur le terrain. 3 mois plus tard, sur Twitter, elle annonce que chaque famille rwandaise recevra son plan d'Artemisia. N'est-ce pas là un bel exemple d'une solution locale qui, dans un cadre officiel, est multipliée à grande échelle? Maintenant, je vous emmène 1 minute au Togo. Une association membre du réseau a identifié un problème récurrent dans les villages. Les villageois souhaitent adopter les enfants orphelins ou abandonnés pour éviter qu'ils ne migrent vers les bidonvilles de la capitale. L'ONG locale a développé un projet générateur de revenus et pour ça, elle a sollicité une aide étrangère afin de louer un champ communautaire pour que ce village, j'en prends un en particulier qui cultive le manioc, puisse cultiver le manioc et vendre les produits dérivés du manioc sur les marchés. La vente des produits permet de prendre en charge la scolarité et les besoins quotidiens des enfants. Les autorités ont été invitées à venir rendre visite à ce projet et ont mis à disposition des villages des champs communautaires plus grands afin qu'ils augmentent leur rendement. Ils ont ainsi acquis le statut de coopérative qui leur donne droit à des formations dispensées par le gouvernement togolais. Une aide étrangère, une association locale qui se base et mobilise toute une communauté et des autorités qui renforcent et multiplient. Oui, notre aide peut être rendue plus efficace. Non, les membres des autorités, des gouvernements africains ne sont pas tous corrompus. Le développement est une question d'attitude bien plus que d'argent. Il est temps que nous investissions dans le capital humain de l'Afrique. Je rencontre souvent des donateurs qui sont tout à fait prêts à financer l'achat de livres scolaires, la construction d'une classe ou même le forage d'un puits. Mais dès que je leur parle de salaire, ils sont beaucoup plus frileux. L'Africain serait-il né bénévole ? Il est important, essentiel, d'investir dans le capital humain de l'Afrique. Oui, l'Afrique est capable de bonne gouvernance. 1 million d'euros. C'est la somme que 14 associations membres du réseau se sont vues confier par l'Union européenne pour travailler une thématique qui jusque-là n'avait pas été beaucoup abordée, la protection et la formation des travailleurs domestiques. KPMG, pour ne pas le citer, à l'issue des 3 années du projet, a fait un audit externe. 99,7, 99,7% des dépenses ont été correctement attribuées. Et comme ces 14 associations membres avaient intégré des autorités dans le projet depuis le début du projet, cela a mené vers des changements majeurs, et notamment au niveau du cadre légal. Il est temps d'investir dans le capital humain de l'Afrique. J'espère qu'après ces propos, l'image que vous aviez de l'Afrique, qui est sans doute une image liée à ce que les médias nous en montrent, une image pauvre et sans ressources, eh bien, j'espère qu'elle est devenue maintenant celle avec laquelle je travaille tous les jours. Une Afrique vivante, une pépinière de talents. Les personnes qui seront capables de développer l'Afrique à long terme, elles sont là-bas. Elles sont peut-être sociologues, anthropologues, gestionnaires de projets. Elles peuvent aussi apprendre à remplir des fichiers Excel pour nous remettre les justificatifs des dépenses. Mais surtout, elles ont une connaissance inégalable du terrain. L'aide étrangère devient efficace lorsqu'elle permet à des acteurs sociaux locaux de mettre en place leurs projets,
d'obtenir des résultats qui, joints aux résultats de leurs collègues, nourrissent un plaidoyer commun pour mener un dialogue constructif avec leurs autorités afin qu'ensemble, ils dessinent l'Afrique de demain. Merci.